Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Heureux de vous retrouver. Je crois que la plupart des participants et des participantes au webinaire de ce soir ont déjà participé à des réunions publiques, à des webinaires ou à d'autres événements du débat public. Heureux de vous retrouver pour vous présenter avec le président de la Commission nationale du débat public, Marc Papinutti. Nous sommes côte à côte ce soir. À la fois le compte-rendu de ce débat public sur le projet Technocentre, projet porté par EDF à Fessenheim, et puis le bilan de ce débat qui est produit par la Commission nationale du débat public. Alors, un débat public n'est jamais complètement terminé. En tout cas, pour ce qui concerne la procédure du débat public stricto sensu, c'est le cas. Nous avons, vous vous en souvenez, commencé à travailler ensemble, à débattre ensemble dès le mois d'octobre. Et le débat s'est terminé exactement le 7 février. 2 mois après, c'est la règle, c'est le Code de l'environnement qui le prévoit. La commission particulière du débat public, commission que j'ai présidée pendant ces 4 mois, rend son compte-rendu. Comme son nom l'indique, un compte-rendu, c'est expliquer ce qui s'est passé. Comme vous le savez, mais il faut le rappeler ici, la commission ne donne pas d'avis sur le projet. Elle n'en a jamais donné et elle n'en donnera pas. La commission nationale non plus. Mais il s'agit pour nous aujourd'hui de vous présenter de façon la plus synthétique possible, pendant cette heure et demie que nous allons passer ensemble, les principaux points, les points clés de ce compte-rendu, lequel compte-rendu est un document qui a été mis en ligne dès hier, c'est-à-dire à l'échéance du délai de 2 mois qui nous était imparti, et qui fera l'objet, donc ça c'est sous format numérique bien sûr, et qui fera l'objet d'une impression pour ceux qui souhaiteraient éventuellement en disposer dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Un mot sur la façon dont on va travailler ensemble. Je laisse la parole à Léo Pilet, qui est le secrétaire général de notre commission, pour vous indiquer les différentes modalités de ce webinaire de ce soir. Bonjour à toutes et tous. Alors, quelques règles pour le bon déroulement de ce webinaire. Vos micros sont désactivés par défaut. Vous pourrez les réactiver lorsque la parole vous sera donnée lors des temps d'échange. Pour lever la main, il y a un bouton réaction. Il faut cliquer dessus, puis lever la main directement avec l'outil adapté. Nous vous invitons à vous renommer. Pour cela, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton participant, puis de faire glisser votre souris à droite de votre nom et de vous renommer. La rencontre est enregistrée et la vidéo sera mise en ligne sur le site du débat. Pour ceux et celles qui souhaiteraient suivre la réunion en français ou en allemand, vous avez un bouton interprétation sur lequel vous pouvez cliquer et choisir la langue de votre choix. Très bien. Juste un point pour être très précis pour ce soir. Nous ne refaisons pas le débat. Ce débat, encore une fois, c'est conclu, même si on peut toujours discuter et continuer à argumenter. EDF est invité ce soir également à écouter la commission particulière et la commission nationale du débat public. En son temps, EDF le dira peut-être tout à l'heure, EDF fera part de sa décision et de la justification de sa décision. Nous avons donc prévu que le représentant d'EDF, M. Jarry, qui est le directeur du projet et du site de Fessenheim, puisse s'exprimer à la fin de notre webinaire. Et donc, je vous demanderai simplement de ne pas questionner à nouveau le projet. Bien sûr, chacun peut avoir quelques frustrations, penser à quelques questions supplémentaires qui n'auraient pas pu être posées ou des réponses qui n'ont pas été suffisamment claires. Ça n'est pas l'objet de notre réunion de ce soir. Et donc, il y aura, dans le cadre de ce webinaire, 2 moments de prise de parole pour les uns et pour les autres. Et ce sera avec grand plaisir que nous vous écouterons, mais ça n'est pas, encore une fois, pour poursuivre le débat sur le projet, mais plutôt faire le point ensemble sur ce que nous avons fait ensemble, la façon dont cela s'est conduit et les résultats que nous en avons obtenus. Diapo suivante peut-être. Voilà, j'aurais dû me présenter, mais certains d'entre vous, la plupart d'entre vous me connaissent. Donc Jean-Louis Laure, je suis le président de la commission particulière du débat public. Et j'ai été accompagné pendant ces 4 mois, et même avant, pendant la préparation et
pour la rédaction du compte-rendu par une équipe de 8 membres de la commission particulière. Je vous propose d'aborder différents points. Un premier point, c'est l'esprit du débat, c'est-à-dire que j'aimerais pouvoir vous transmettre ce que nous avons entendu du débat, les conditions dans lesquelles il s'est développé et la tonalité, en quelque sorte, de ce débat public, appuyé sur quelques faits et chiffres clés dont nous rendons compte également. Et puis, un point important, ce sont les positions qui ont été, que nous avons repérées en quelque sorte, que nous avons entendues. Ces positions ont déjà été un petit peu évoquées, donc il n'y a rien de très nouveau de ce point de vue lors de la réunion publique du 30 janvier dernier. Et puis, on fera un rappel des principaux arguments, des principales thématiques, au fond, qui ont été abordées, sans, à nouveau, je le rappelle, rentrer dans le vif du sujet, puisqu'il n'est pas là aujourd'hui question de rebattre des arguments. Un petit point d'une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes, pour que chacun puisse s'exprimer sur cette première partie. Et puis, Anne Laporte, un des membres de notre commission, présentera les demandes de précision que nous adressons à EDF, au maître d'ouvrage, et les recommandations également que nous formulons. Ces demandes de précision et ces recommandations, elles sont issues vraiment de ce que nous avons entendu, et en particulier des points d'explication, des zones encore un petit peu d'ombre, sont celles que vous avez vous-même repérées. Et à l'issue de cette partie-là, Marc Mapinuti présentera le bilan qu'il a lui-même dressé du débat public et sa mise en perspective dans le cadre des débats, de l'ensemble des débats qui sont conduits par la Commission nationale. Nous aurons à nouveau l'occasion d'échanger à ce moment-là, et puis je donnerai la parole donc au porteur de projet par la voix de son directeur de projet, directeur du site également, Monsieur Laurent Jarry. Diapo suivante. Je voudrais dire un mot, donc, ce que j'appellerais l'esprit du débat, qui est un débat que nous considérons comme un débat particulier. Alors, tout débat, bien sûr, doit répondre à un certain nombre de règles, qui sont les règles du Code de l'environnement, qui sont les grands principes de la Commission nationale du débat public, qui sont la méthodologie également que nous avons appliquée. Et en même temps, d'une certaine façon, chaque débat a une particularité. Cette particularité, elle est faite parce qu'il y a des hommes et des femmes que vous êtes, que nous sommes aussi nous au sein de cette commission et qui ne sommes pas voilà, des personnes lambda. Il y a également un environnement particulier, un contexte particulier dans lequel s'est développé ce débat. Et donc, c'est cela que je voudrais évoquer aujourd'hui. La première des choses, on pourrait dire qu'il y a 6 grandes caractéristiques, c'est le fait que EDF ait souhaité saisir volontairement la Commission nationale. Comme vous le savez, le seuil de 600 millions d'euros, qui est aujourd'hui le seuil qui rend obligatoire la saisine de la Commission nationale, ce seuil n'était pas atteint, enfin n'est pas atteint en l'occurrence, et EDF aurait pu se dispenser de cette saisine formelle, bien entendu sans s'exonérer d'une concertation, d'une publicité sur son projet, qui aurait peut-être permis à des acteurs de s'en saisir. Mais en tout cas, il y a ce geste volontaire, et c'est une particularité que nous devons souligner. Il n'y aurait pas eu de débat public, probablement, si cette saisine n'avait pas été faite, avec la contrainte que représente pour EDF le fait que la CNDP ait décidé d'un débat public avec l'ensemble de ces codes et de ces méthodes que j'évoquais tout à l'heure. La deuxième grande caractéristique de ce débat, qui en fait, je pense, un débat particulier, c'est qu'il s'agit d'un projet inédit. Le technocentre, s'il se réalise, serait une première en France. Bien entendu, il y a d'autres fonderies de métaux TFA, qu'on appelle les métaux très faiblement actifs, dans d'autres pays d'Europe en particulier, mais ça n'existe pas en France et même à l'extérieur, dans d'autres pays d'Europe, ça n'existe pas à l'échelle portée par le projet d'EDF. Donc on a quelque chose de tout à fait particulier. Et le caractère inédit de ce projet tient aussi à ces modalités
d'autorisation, puisque il s'agirait, si ce projet doit se réaliser, d'obtenir une dérogation au Code de la santé publique qui est prévu aujourd'hui par les textes. Donc on est dans un contexte où, réglementaire où EDF a la possibilité d'organiser, de concevoir ce projet, mais si ce projet doit se réaliser, cela devra passer par une dérogation au Code de la santé publique, dérogation qui n'a jamais été appliquée jusqu'à ce jour. Troisième caractéristique importante, c'est le fait que le territoire, enfin le site, l'implantation qui est projetée par EDF n'est pas neutre. Fessenheim n'est pas un site anodin. C'est à la fois, il faut le rappeler, et nous l'avons tout à fait perçu dans le cadre de nos relations avec les uns et les autres, le territoire sur lequel s'est implantée la première centrale à eau pressurisée de production d'électricité pour EDF. EDF a toujours considéré, et l'a dit dans le débat, que c'était une centrale qui avait une très grande capacité de production, qui avait eu peu d'incidents, enfin, qui était en bon état, qui peut être contesté d'ailleurs par un certain nombre d'autres acteurs. En tout cas, c'est le discours qui est tenu par l'énergéticien. Et c'est aussi EDF, Fessenheim, le site, le territoire où où se sont développées les luttes antinucléaires, au-delà d'ailleurs de Fessenheim aussi avec un certain nombre de territoires outre-Rhin. Et nous avons bien compris que ce projet de technocentre, s'il devait se réaliser, s'intègre dans un contexte culturel, historique, politique, tout à fait particulier. Comme je viens d'indiquer, je vais le dire rapidement, le caractère frontalier du projet dans son implantation, bien sûr, est très marquant. Et nous avons pris en considération cela dans notre approche du débat public. Nous avons aussi constaté, cela a été d'ailleurs dit, critiqué quelquefois par un certain nombre d'acteurs, que la maîtrise d'ouvrage du projet relevait d'une organisation complexe, d'un écosystème, si on peut dire, complexe et assez élargi, puisque EDF étant une entreprise publique, une société anonyme à 100% contrôlée par l'État, capitaux d'État, à l'évidence, les services de l'État, dans toutes les composantes qui sont intervenues, est directement impliqué dans ce projet et probablement peut-on dire, sera impliqué dans la décision. Et puis, cette implantation sur le territoire de Fessenheim, où il y a une histoire très forte d'EDF autour de Fessenheim, est également tout à fait prégnante. Et puis le dernier point, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, il y a eu tout au long du débat, avant et encore aujourd'hui d'ailleurs, on le voit avec les modifications de gouvernance au sein d'EDF au plus haut niveau, mais aussi au moment de la mise en service de l'EPR de Flamanville. Il y a eu pendant notre débat, le débat sur le projet de paire de PR de Gravelines. Bref, une actualité qui a certainement influé peut-être sur les avis des uns et des autres. On va passer sur la diapo suivante. Je voudrais rappeler rapidement quelques principaux choix stratégiques que nous avons faits pour construire ce débat, et nous l'avons fait ensemble. Donc, co-construction des modalités. Vous savez que pendant plusieurs mois, y compris pendant l'été, nous avons été au-devant du public, au-devant des acteurs, et nous avons essayé de comprendre le plus finement possible quels étaient les enjeux, quelles étaient les problématiques que vous souhaitiez voir abordées dans le débat et aussi les conditions dans lesquelles vous souhaitiez que ces problématiques soient abordées. Donc petit à petit, on a essayé de construire cela ensemble. Nous avons, je le rappelle, organisé une conférence d'acteurs au mois de septembre, c'est-à-dire en amont de la décision de la Commission nationale, pour vérifier que notre proposition était à peu près raccord, on va dire, avec ce que vous aviez en tête. Et nous avons, tout au long du débat, essayé d'écouter, d'ajuster. Nous l'avons fait encore fin décembre, afin de programmer le dernier mois du débat, le mois de janvier.
Deuxième principe important pour nous, c'est la multiplication des points de vue que nous avons voulu inscrire, mettre en scène même au sein du débat public, ce qui a conduit à proposer à un certain nombre d'acteurs ou de contradicteurs même une prise de parole dans les mêmes conditions que celles que nous avons données au maître d'ouvrage. Nous avons le devoir, et je crois que nous avons tenu à cela, à donner au maître d'ouvrage une place, une parole, un espace de parole qui soit suffisamment protégé et qui soit suffisamment explicite pour que le public puisse comprendre ce qu'est le projet. Mais nous avons voulu de la même façon donner à ces contradicteurs, à ces opposants, pour certains, quelquefois très radicaux, la possibilité de s'exprimer. Cela nous a été d'ailleurs reproché quelquefois par les uns ou par les autres de donner un peu trop de place à ces contradicteurs. Certains d'ailleurs de ces contradicteurs nous ont dit aussi qu'ils n'avaient pas suffisamment de temps pour parler. Mais voilà, ça fait partie du débat et nous avons été sensibles aussi à cela. Concernant l'ancrage territorial du débat, et nous avons décidé de faire quelque chose qui soit très organisé autour de Fessenheim, puisque c'est vraiment là que les grands enjeux se déploient. Mais nous avons aussi compris qu'il ne fallait pas oublier les publics un peu plus au sens large, les publics du côté outre-Rhin, et sans doute pour un certain nombre de thématiques. Je pense en particulier à la question des transports, mais il y en a d'autres. Ce projet concernait bien sûr des publics beaucoup plus larges, et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé un certain nombre de rencontres, excusez-moi, sous forme de webinaire. Une préoccupation, j'espère que je vais aller au bout de mon propos, et vous pardonnerez ces petits atermoiements. Non, c'est ça, c'est bon. Une préoccupation tout à fait essentielle, qui est une préoccupation, je dirais, habituelle et très ancrée de la Commission nationale, c'est d'aller auprès des publics les plus éloignés de la décision. Nous avons essayé de le faire en intégrant des jeunes de collège, avec une sensibilisation particulière, une intermédiation scientifique que nous avons organisée. Nous l'avons fait avec des étudiants d'écoles d'ingénieurs en particulier. Nous l'avons fait également auprès de personnes seniors en allant dans une maison de retraite. Nous avons été aussi auprès de personnes en situation de handicap, notamment à Mulhouse, au moment de l'organisation de l'atelier qui était consacré aux enjeux du procédé industriel. Nous avons multiplié les formats d'expression et d'information. Je ne vais pas le détailler, mais ça, vous les avez vus, de sorte qu'à tout moment et de toute manière, on puisse participer à ce débat. Et puis, un point qui nous a paru important, c'est de laisser la place et d'écouter aussi les émotions. Alors, quelquefois, certains considèrent que les modes d'expression ne sont pas de l'ordre du débat, et nous considérons que même si l'argument n'est pas forcément construit, il faut aussi entendre ces modes d'expression. Ils ont lieu d'ailleurs dans le débat. Et puis, dernier point, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons fait un effort particulier, et je remercie à nouveau d'ailleurs nos interprètes qui sont toujours là ce soir et qui sont là depuis le début du débat, qui nous ont accompagnés. Nous avons fait en sorte que, dans tous les cas de figure, cet accès, ce barrage de la langue ne soit pas une difficulté pour les uns et pour les autres. Voilà ce que je peux dire sur cela. On va passer à la diapo suivante. Donc, quelques points très rapidement, parce que je vois que le temps passe et que ma voix trépasse. Juste pour vous rappeler quelques jalons du débat, en gros, c'est simplement pour dire, voilà un an que nous travaillons ensemble, et c'est quelque chose
qui est important à rappeler. En dehors des 4 mois du débat, il y a eu ces temps de préparation en amont et ces 2 mois assez intenses. J'espère qu'ils se ressentent dans le compte-rendu que vous avez ou que vous aurez entre les mains. Donc, de préparation du compte-rendu, voilà, nous sommes en avril 2025. Le président Papinutti évoquera tout à l'heure les phases qui vont suivre. Diapo suivante. Quelques chiffres clés, très rapidement, mais vous les connaissez également. Environ 6000 visites sur le site Internet, 1600 documents téléchargés. Et on peut passer à la diapo suivante avec un chiffre qui est un chiffre important, 2675 participants aux rencontres du débat. Alors ce chiffre, il prend en compte les doubles comptes, si on peut dire. Et je sais que parmi vous, il y a de nombreux participants, participantes qui sont venus souvent, qui ont participé souvent avec une très grande assiduité, certains systématiques. Donc, si on veut compter les visiteurs uniques et les participants uniques, si on peut dire, on peut considérer que c'est peut-être de l'ordre de 2000 personnes, ce qui est en soi déjà 2000 personnes différentes qui ont accédé à l'information et participé, un chiffre qui est, je pense, satisfaisant. Le président Papinutti reviendra tout à l'heure sur d'autres éléments chiffrés. On va passer au point suivant. Alors, il me vient maintenant le moment d'évoquer un certain nombre d'éléments en termes de contenu, et je voudrais présenter, diapo suivante, les positions que nous avons observées et que j'ai eu l'occasion de présenter le 30 janvier lors de l'atelier, de la séance, pardon, de partage des contributions. C'est toujours difficile de faire cette clarification, cette classification, mais en gros, nous avons entendu ceci. La première chose, et il faut le dire avec fermeté, un soutien, quelquefois inconditionnel, fort, marqué, de la part d'un certain nombre d'acteurs en particulier, aussi d'habitants, d'habitantes, quelquefois de salariés ou d'anciens salariés d'EDF, en tout cas qui se sont présentés comme tels, d'associations, de groupes, de lobbies. Et les lobbies, il y en a dans tous les sens. Mais en tout cas, et surtout, de la part aussi des acteurs politiques et socio-économiques locaux, d'un certain nombre d'exécutifs locaux. Je pense bien entendu à la ville, à la commune de Fessenheim et à la communauté de communes, la CCRB, et à leur maire et président. Les arguments qui viennent autour de cela, c'est bien sûr le développement économique en premier lieu, c'est la création de l'emploi, c'est aussi la réindustrialisation et la résurgence ou la revitalisation d'un territoire qui a souffert, c'est en tout cas ce que nous avons entendu, de la fermeture des réacteurs de Fessenheim. Un certain nombre d'arguments sont associés à cette première type de position. Il y a un deuxième type de position qui vient à l'inverse de cela, c'est une opposition, souvent aussi elle-même assez radicale, opposition qui soit est une opposition de principe, mais de façon plus fine, une opposition sur la remise, je dirais, l'ajout de radioactivité, même infime, dans l'espace public, et donc avec une utilisation d'une matière qui est qualifiée de conventionnelle. Et puis également, ces opposants ont mis en avant un certain nombre de risques environnementaux sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Donc, deux grands pôles extrêmement marqués que nous avons entendus et que nous avons rendu compte. Il y a une troisième catégorie de positions qui viennent d'acteurs ou de personnes qui ont une analyse qu'on pourrait qualifier de pragmatique. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais qui se disent au fond, et ce n'est pas forcément d'ailleurs des soutiens ou des pro-nucléaires qui disent ça, mais qui se disent au fond, on est devant un vrai sujet qui est celui des déchets TFA en particulier, qui présentent les plus grandes difficultés en termes de volume. Et il faut quand même envisager des solutions alternatives au stockage. Et est-ce que le technocentre ne peut pas être une de ces alternatives?
avec des éléments de précaution, avec des réserves, mais en tout cas une ouverture sur ce projet. Et puis, nous avons constaté, malheureusement, mais ça arrive aussi souvent dans les débats publics, que euh, un certain nombre d'acteurs n'ont pas souhaité se prononcer, soit parce qu'à l'intérieur de leur organisation, les choses n'étaient pas suffisamment clarifiées, ou simplement ils n'ont pas souhaité être dans la boucle du débat et se sont tenus en marge, mais quelques-uns se sont aussi exprimés en marge du débat. Voilà un petit peu, je dirais, une cartographie de ces 4 grandes catégories de positions. Diapo suivante. Nous avons également abordé, nous y avons d'ailleurs consacré à votre demande un atelier webinaire qui s'est tenu au mois de janvier. Nous avons abordé la question de la non-réalisation du technocentre. C'est ce que nous appelons l'option zéro. Et puis nous avons regardé quelles pouvaient être les alternatives. Elles n'ont pas été d'ailleurs vraiment portées par les acteurs, par les uns et par les autres. Alternatives opérationnelles, c'est-à-dire est-ce que on pourrait imaginer que le technocentre tel qu'il est porté par EDF se réalise, mais avec des modalités différentes. Et dans ce domaine, il y a deux grands axes qui ont été abordés. Celui de l'implantation, donc un technocentre, mais pas à Fessenheim, et celui de la traçabilité, donc de la destination des lingots, qui pourrait être utilisés non pas dans le domaine conventionnel, c'est-à-dire complètement ouvert, mais fléché avec une traçabilité. Et puis, nous avons aussi soumis au débat, ça a été peu développé, la possibilité, mais c'était une demande des uns et des autres, hein, c'est-à-dire la possibilité, au fond, d'atteindre les objectifs poursuivis par le technocentre en matière de création d'emplois, en matière de retombées fiscales, de retombées économiques, etc., sans réaliser le technocentre. Les différentes options renvoyaient pour le maître d'ouvrage. Il pourra s'en expliquer, bien sûr, dans la réponse qu'il sera amené à faire, renvoyer à l'option zéro, c'est-à-dire à ne pas faire, ou à une solution qui était la solution du stockage définitif dans les installations du CIRES. Voilà ce que je peux dire très rapidement, parce que le temps passe. Je vais dire un mot et après je passerai la parole à Anne Laporte sur les enjeux de santé publique. Et avant d'ailleurs à Valérie Trobeter sur les enjeux environnementaux, un mot sur le procédé industriel. Ça a été un sujet assez intéressant, je dirais même passionnant, très discuté, parce qu'il y avait beaucoup de matière. En dehors du caractère innovant du projet, qui était quelque chose un sujet un petit peu anecdotique, au sens où certains considèrent que c'était très innovant et d'autres pas du tout, il y avait quand même un sujet majeur et qui était très débattu, c'est la performance, au fond, l'efficacité de la fusion décontaminante. Est-ce que le procédé tel qu'il est proposé aujourd'hui par EDF, fusion à 1650 degrés, avec séparation du laitier et du bain de fusion, etc. Est-ce que ce principe industriel est suffisamment efficace? Et ceci était âprement discuté, certains considérant qu'en fonction d'un certain nombre de circonstances, on n'obtenait pas les résultats aussi importants, aussi hauts que EDF l'évoquait. Nous avons, là aussi, à votre demande, regardé ce qui se faisait à l'étranger. D'une part, en Suède, où la filiale Cycla, filiale d'EDF, met en œuvre d'ores et déjà ce processus, avec quelques différences assez significatives qui ont été pointées. Mais c'était un procédé qui était intéressant à présenter. Cela a été discuté et nous avons regardé également ce qui se faisait par exemple en Allemagne, où il n'y a pas de seuil, il y a un seuil de libération qui permet ensuite de fusionner ou pas, de fondre ou pas, pardon, les métaux qui sont considérés comme suffisamment peu radioactifs.
Là aussi, discussion sur la pertinence de ces exemples et discussion par les uns et par les autres. Un autre sujet important a été la question des contrôles. EDF a expliqué qu'à toutes les étapes essentielles du processus industriel, les métaux faisaient l'objet de contrôles, notamment pour vérifier le taux de radioactivité, et bien entendu, la sûreté de ces contrôles, leur pertinence également ont été âprement discutées, ce qui a renvoyé, et j'en terminerai sur ce point concernant le procédé industriel, à la question du statut administratif. EDF vise ici une ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, qui correspond à un certain nombre de critères très normés, alors que d'autres souhaiteraient ou auraient souhaité que le statut soit celui d'une INB, installation nucléaire de base. Les contrôles, la surveillance, les modalités d'autorisation étant beaucoup plus sévères, si on peut dire, pour cette INB que pour l'ICPE. Voilà les principaux sujets qui ont été abordés dans le cadre du débat. Et je passe la parole maintenant à Valérie Trobeter sur les enjeux environnementaux. Alors, Valérie Trobeter, est-ce que vous... Anne, Anne, c'est Anne. Oui, c'est Voilà. Anne. Pardon? C'est à Anne. Anne Laporte. Ah, pardon. Excusez-moi, je passe la parole à Anne Laporte. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, les enjeux de santé publique ont porté sur l'impact sur la santé de la radioactivité des métaux TFA et des lingots, à la fois pour les travailleurs du technocentre et aussi pour la population. Les arguments et les observations du public, en fait, se sont développés dans 4 domaines principalement. D'abord, le seuil de dose efficace de 10 microsieverts, qui représente la limite supérieure annuelle autorisée d'exposition pour la libération de métaux provenant d'une activité nucléaire. Et là, les discussions ont porté sur la définition de ce seuil, sur son mode de calcul et sa cohérence dans les pays européens, avec beaucoup de débats. Un autre sujet a été l'impact sur la santé de faibles doses de rayonnement, qui a été présenté à partir d'études épidémiologiques sur les travailleurs du nucléaire et qui montre des effets avérés. Cependant, la question intéressant le public était l'effet potentiel sur la santé de très faibles doses, c'est-à-dire en particulier de la dose de 10 microsieverts. Toutefois, à ce niveau de dose, il est difficile de discerner un effet sanitaire selon les experts dans l'état actuel des connaissances scientifiques. Donc, la comparaison de la dose de 10 microsieverts avec d'autres sources de rayonnement, en particulier de la radioactivité naturelle, a été présentée pour prouver son innocuité, enfin pour ceux qui pensent voilà, que c'est voilà, que c'est pas dangereux, pardon. Et donc, ça a été une source de très nombreux échanges. Ensuite, le cumul des pollutions industrielles existantes sur le territoire inquiète les riverains. Ils sont inquiets parce que pour eux, ce cumul de pollution expliquerait des prévalences anormales de pathologies. Et donc, cette inquiétude est augmentée par le fait de l'ajout potentiel d'émissions radioactives par l'activité du technocentre. Enfin, la santé et la sécurité des travailleurs a été portée par de nombreux acteurs durant le débat en termes de risques, mesures de radioprotection et suivi médical. Beaucoup de réponses ont été apportées sur les protections mécaniques et sur l'organisation du travail par le maître d'ouvrage, mais pas assez finalement sur le dispositif de suivi médical. On y reviendra. Voilà, je vous remercie. Donc, je passe maintenant la parole sur les enjeux environnementaux à Valérie Trometter. Oui, bonsoir. Donc, sur les enjeux environnementaux ont occupé une place centrale tout au long du débat public. Et ils ont notamment été développés lors d'un atelier thématique, lors d'un webinaire et d'une visite sur le site potentiel du projet. Donc, parmi les principaux sujets portés par le public dans le cadre de ce débat, on retrouve l'économie circulaire,
en lien avec la valorisation de matières très faiblement radioactives, l'économie des ressources minières et également la souveraineté industrielle de la France. D'autres sujets ont été portés en ce qui concerne la phase de construction et de fonctionnement de l'usine. Parmi ces sujets, il y a déjà l'artificialisation des sols et l'impact de la construction de l'usine sur la biodiversité et les milieux naturels. Des demandes d'associer des acteurs connaissant les espèces et les enjeux locaux lors de la réalisation des études ont été portées, ainsi que lors du déploiement de la doctrine éviter, réduire, compenser sur ces aspects-là. Autre point, il y a la consommation en termes d'énergie électrique et d'eau, puisque c'est un projet qui est fort consommateur. Donc, des inquiétudes sur la disponibilité des ressources et également des propositions de compensation portées par des énergies renouvelables. Troisième point, ce sont les rejets. Donc, tout ce qui concerne les rejets des effluents liquides et des effluents gazeux, avec une interrogation sur un risque de dissémination d'éléments radioactifs, que ce soit dans le Rhin, dans la nappe phréatique d'Alsace, utilisée pour la consommation d'eau potable, et dans l'air. Et puis la qualité des rejets qui seront réalisés afin de vérifier l'absence, la qualité des contrôles qui seront réalisés afin de vérifier l'absence d'impact sur l'environnement. Enfin, il y a eu des effets cumulés avec d'autres projets sur le territoire, donc projets déjà connus, côté français, côté outre-Rhin également, puisque le territoire est déjà très industrialisé, et l'impact également sur le milieu rhénan. Voilà. Enfin, sur cette phase-là, il y a eu le bilan carbone qui a été évoqué, qui a occupé une place importante, et les chiffres de ce bilan ont évolué au cours du débat. Et il y a eu des propositions d'études de l'utilisation de la chaleur fatale. Enfin, le fonctionnement de l'installation en situation accidentelle a été évoqué, tant en termes de sûreté, de malveillance, d'incendie, mais également d'inondations, que ce soit des inondations créées de manière directe ou indirecte, via par exemple la rupture de la digue du Grand Canal suite aux conséquences d'un séisme. Et également, vis-à-vis de ces milieux, des questions sur les conséquences en termes de fuite de radioactivité. Enfin, le dernier sujet qui a été abordé, c'est la résilience au changement climatique pour un projet dont la durée de vie est estimée à 40 ans. Voilà comment sera conçu le projet dans ce sens-là. Voilà, j'en ai fini. Thierry Prométer pour ces présentations. Merci également à Anne Laporte qui reprendra la parole tout à l'heure. Deux mots sur les deux autres thèmes que nous avons abordés dans le débat, celui des enjeux socio-économiques. J'ai évoqué tout à l'heure la question, l'intérêt pour les collectivités locales en termes de développement économique du territoire, de réanimation du territoire, de création de nouvelles fiscalités. Il a été question aussi et particulièrement du gisement, d'où venaient les métaux qui seraient traités, de quelle façon ils seraient acheminés et quelle serait également l'utilisation qui serait faite, vers quel circuit industriel ils seraient portés. Donc il y a eu des interrogations sur ces deux points et même quelquefois des doutes sur la capacité du marché. Certains se sont interrogés sur l'intérêt d'une production relativement faible au regard des besoins au niveau français, par exemple. Il a été répondu d'ailleurs par EDF que ce n'était pas une raison pour ne pas le faire. L'emploi et la formation ont été très largement développés également, et notamment la question des qualifications, du recrutement, des compétences, de la formation. Et puis, un dernier point tout à fait majeur et qui reste entier pour partie, enfin, entier pour partie n'est pas une façon de parler, mais en tout cas, pour certains aspects où il y a encore des zones à éclairer, c'est celui du modèle économique
du financement et de la rentabilité. Là-dessus, EDF a répondu, bien entendu, qu'il y avait des provisions, comme pour toute installation industrielle nucléaire, que le financement était garanti, mais le fonctionnement et l'équilibre économique général demandent encore à être approfondis. Sur le dernier point qui relève de l'aménagement du territoire, c'est la diapo suivante, il y a la question des transports qui a été majeure, c'est-à-dire comment faire approvisionner cette usine, cette installation industrielle, par quels moyens, de quelle façon, avec quelles solutions technologiques. Un certain nombre de réponses ont été apportées, mais là aussi, il y a encore des points qui nécessitent arbitrage de la part d'EDF, notamment sur la multimodalité. La question de l'attractivité du territoire et de l'image de cette installation Technocentre à Fessenheim a fait débat. Cela a été en particulier soulevé par les publics voisins allemands, organisations professionnelles ou collectivités locales. Est-ce que le technocentre ne va pas être contribuer à détériorer l'image du territoire, faire fuir des entreprises ou des activités qui pourraient elles-mêmes être créatrices d'emplois? Et puis, il a été évoqué également de façon assez récurrente, je pense à la région du Grand Est, la vocation industrielle de ce territoire, qui est certes contestée par certains, mais qui est également développée par d'autres, qui considèrent que ce territoire a une histoire, une valeur ajoutée en quelque sorte, et que dans le domaine du nucléaire, et qu'il était intéressant de pouvoir s'appuyer sur cela pour installer le technocentre. Voilà, c'est très rapidement brossé, vous nous en excuserez. Le détail de notre analyse et de notre compte-rendu est dans le document. Je vous propose un premier temps d'échange avec ceux qui souhaitent prendre la parole, sans, si vous me le permettez à nouveau, sans questionner le projet, mais simplement réagir les uns et les autres sur ce que vous avez entendu et que peut-être pour certains déjà vous avez eu l'occasion de lire puisque le document est public depuis hier. Quelqu'un Voilà, il y a un... lève la main. Dominique. Allez, est-ce que vous ouvrez votre micro, Monsieur Klein, puisque vous avez la parole? Voilà, vous m'entendez? Nous vous entendons. L'information qui a été véhiculée et reportée, il y a des manques, informations tronquées sur les quantités de radioactivité, on ne sait pas tout. Et à chaque fois, les réponses étaient avec la même mécanique de réponse sans donner les valeurs. Une seule valeur qui a été donnée, c'est sur les effluents gazeux. Et on n'a pas le bilan radioactivité dans une fonderie qui trie de la radioactivité. Information biaisée également entre effet et cause, ne serait-ce que par la présentation qui en a été faite. On parle au départ de déchets TFA, donc ça s'exprime en becquerel. Et ensuite, quand on est sur le lieu et la fonderie, on parle en sievert. Et sievert, ce sont les effets. Je m'en suis entretenu avec des politiques, entre autres députés, sénateurs, et l'un d'entre eux a réalisé qu'il y avait ce biais cognitif entre cause et effet, et que dans la démonstration faite par EDF, il y a un manquement. Et ensuite, EDF veut libérer de la radioactivité, c'est la première fois en France, eh bien qu'on nous donne les quantités. J'ai fait les calculs entre les TFA rentrants et ceux qui sortiraient au seuil prévu. Il y a le bilan en becquerel
manque. Et avec ça, on veut faire décider les personnes. Je dis pas d'accord. Pas d'accord. Ça ne va pas. Et ça, à terme, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, ça peut avoir des effets très toxiques. Et je demande cette vérité. Merci, Monsieur Klein, pour votre contribution. Je ne vais pas anticiper sur la deuxième période de notre webinaire, mais vous verrez que nous demandons à EDF, en votre nom, de préciser un certain nombre d'éléments, d'informations, informations que vous qualifiez de tronquées ou de biaisées, et notamment sur les points que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? J'aimerais prendre la parole, mais je ne trouve pas l'endroit où on peut lever la main. Votre main est levée, Monsieur Hatz, je vous reconnais, je vous salue, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir tout le monde, merci de me donner la parole. J'ai lu avec attention les dernières pages, les conclusions, le tableau qui figure dans les pages 85 et 86 de votre compte-rendu. Et après l'avoir lu, je me rends compte qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur l'absence quasi totale d'alternatives. EDF aurait dû examiner toutes les alternatives. Des questions ont été posées, y compris par écrit. J'ai moi-même posé des questions par écrit et fait des suggestions sur les alternatives. EDF s'est refusé. Pour EDF, c'est du tout ou rien. Un autre aspect qui est l'aspect de la légitimité au sens où Madame Noisville l'avait indiqué dans son intervention. La légitimité du projet n'a jamais été démontrée. Le monde peut continuer de vivre sans que ce technocentre ne soit construit. Il n'a pas de légitimité. On n'a pas besoin de ce technocentre pour l'acier, vu les quantités ridicules qu'il va produire. Et ce qui est légal, ou ce qui serait légal, parce que pour l'instant ça ne l'est pas, ce qui serait légal n'est pas forcément légitime. De même, Madame Noisville avait bien rappelé que les dérogations ne seraient possibles qu'au cas par cas. Or, ici, nous ne sommes pas dans une situation de cas par cas, puisqu'EDF envisage de demander une dérogation pour 20 000 tonnes par an pendant au minimum 40 ans. On est dans l'organisation d'un système organisé de dissémination radioactive volontaire. Et là, ça repose la question de l'éthique. Le mot éthique, je ne l'ai pas entendu ce soir dans le compte-rendu que vous en avez fait verbalement. Je l'ai retrouvé à 2 ou 3 endroits dans les 92 pages, mais je ne l'ai pas, je ne l'ai pas entendu ce soir. Je rappellerai aussi que, c'est un autre aspect, la Cour des comptes a demandé que tout projet international soit chiffré. Or, ici, nous sommes dans un projet international, puisqu'il s'agit pour à peu près un tiers des ressources, des métaux à retraiter, de les faire venir de l'étranger. C'est-à-dire qu'on va acheter des déchets nucléaires à nos voisins qui seront bien contents de nous envoyer leurs saloperies.
et on va les refondre pour en faire des métaux qui finiront dans les objets de la vie courante français. Donc, on est dans un système international. Il ne s'agit pas de résoudre uniquement un problème français, il s'agit, pour le résoudre, d'obtenir une complicité bienveillante, parce qu'ils seront bien contents de se débarrasser de leur saloperie, de certains pays voisins. Ensuite, On ne, j'interviens. on ne rentre pas dans le débat. Non, non, je comprends bien, mais je réagis. Je réagis. Je vous laisse terminer alors. Je vous laisse terminer. Voilà. Euh, Concernant les enjeux de santé publique, je suis effaré. Je ne trouve à la page 85 qui résume les clarifications demandées à NDS, je ne trouve qu'une seule ligne, c'est le point 1.7. Préciser les protocoles de radioprotection des travailleurs du technocentre en fonction des risques spécifiques à l'activité industrielle. C'est très bien, il faut le faire. Mais enfin, les enjeux de santé publique allaient bien au-delà. Tout au long du débat, les opposants au projet ont mis en évidence les enjeux de santé publique et d'autres qui ne sont pas des opposants, mais qui sont des experts, l'IRSN, a bien mis en évidence que non seulement les faibles doses, mais également les très faibles doses risquent de provoquer notamment des cancers et parmi eux des cancers létaux. Donc, nous sommes dans un problème et ça correspond à cette question d'éthique. Pour refondre de la ferraille radioactive, veut-on accepter d'avoir des cancers? Voilà. Merci. Il y a des observations que vous faites qui s'adressent d'une certaine façon à la commission et à moi-même dans mon propos initial. Je pense que dans le compte-rendu que nous avons publié, un certain nombre de ces points sont développés néanmoins. Je pense particulièrement à l'éthique. Il y a des questions que vous posez et qui s'adressent au maître d'ouvrage. Je pense que dans la réponse que le maître d'ouvrage produira dans les 3 mois qui viennent, un certain nombre, nous l'espérons, nous le souhaitons, d'éléments de réponse seront également intégrés. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole? Ça dépend s'il y a quelqu'un qui... Sinon, on va poursuivre. Il y aura un temps d'échange tout à l'heure. Donc, je vous propose de donner la parole à nouveau à Anne Laporte, un des membres de notre commission, qui va justement vous présenter à la fois les demandes de précision dont certaines viennent d'être évoquées à nouveau, que nous portons auprès d'EDF, et puis les recommandations, si EDF décide de poursuivre son projet, les recommandations que la Commission fait dans ce sens. Merci. Donc, je vais juste préciser que on va commencer par les demandes de clarification. Je précise que c'est bien des questions ou des interpellations qui ont été formulées par le public et qui n'auraient pas eu de réponse ou une réponse pas assez précise ou incomplète dans le cadre du débat. Donc, on s'adresse là pour le moment uniquement au maître d'ouvrage pour lui demander d'apporter des réponses au fur et à mesure de leur disponibilité. Ces demandes de clarification, on les a classées par thématique. Donc, on va commencer par le procédé industriel. Donc, il s'agit de préciser la nature, la composition et l'origine des métaux, en fait, pas des déchets, susceptibles d'être reçus et traités par le technocentre, en termes de volume, de qualification, de provenance et d'acheminement. De préciser aussi la nature de la production de l'usine envisagée. Est-ce qu'on va faire de la fonte, de l'acier ou d'autres métaux? Et du coup, l'impact éventuel de ces spécificités sur le processus industriel. De préciser les modalités des opérations de contrôle
et y compris la publicité des résultats. Donc depuis l'arrivée des métaux dans le technocentre jusqu'à la première utilisation, c'est-à-dire au moment où les lingots seront utilisés par les métallurgistes, la métallurgie conventionnelle. Il s'agit aussi d'indiquer quelles seraient les différentes étapes de montée en charge de l'usine jusqu'à sa pleine capacité. De préciser aussi la répartition des quantités en becquerel des métaux entrants et des matières et déchets sortants. Donc ça, c'est voilà, c'est une réponse pour M. Klein. De préciser aussi les moyens qui seront déployés pour éviter toute dispersion de radioactivité en cas d'incendie et d'explosion du four. Si, il manque une... Alors, la diapo suivante. Alors, il manque justement, à mon avis, ça a sauté parce que c'était une diapo un peu longue. Justement, il manque la partie santé publique. Et donc, je reprends, c'est effectivement ce qu'a dit M. Axe. Nous avons en santé publique une demande au maître d'ouvrage qui est de préciser les protocoles de radioprotection des travailleurs du technocentre, puisqu'on n'a pas eu le temps d'aller dans le détail sur ce sujet pendant le débat. Concernant les enjeux environnementaux, donc là, il s'agira de préciser les effets cumulés identifiés en termes d'impacts sanitaires, environnementaux et de risques industriels. Donc, j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. De communiquer des informations plus approfondies sur le système d'épuration des fumées et son efficacité, ainsi que sur les contrôles qui seront réalisés dans l'air. D'indiquer des solutions envisagées pour la réutilisation de la chaleur fatale, en dehors du chauffage des bâtiments, de préciser les modes de calcul pour l'évaluation des risques sismiques, qui a été beaucoup discuté donc, pendant le débat à un certain moment, de préciser aussi les modalités prévues pour le démantèlement du technocentre et en particulier du four de fusion, de préciser les mesures éviter, réduire, compenser, et aussi de préciser les mesures qui seraient prises afin d'éviter toute suraggravation des conséquences humaines et environnementales en cas d'un séisme ou d'une inondation. Donc, beaucoup de ces demandes de clarification, en fait, arriveront au moment où sera livrée l'étude d'impact et l'étude de danger. Donc, c'est aussi pour ça que on demande d'avoir, que ce soit présenté au public un petit peu avant l'étude d'impact. Je pourrais avoir la diapositive suivante. Voilà, santé publique. Alors, désolé, santé publique est là. Concernant les enjeux socio-économiques, une demande de préciser les fondamentaux du modèle économique du projet, tant en matière d'investissement, cofinancement, etc., que d'exploitation. Donc ça, c'est une demande assez forte. Et concernant l'aménagement du territoire, c'est d'indiquer les choix retenus en matière de transport et d'approvisionnement. Donc tout ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les sites de transbordement, l'intermodalité, etc. Donc voilà pour l'ensemble des mesures, des clarifications qui sont demandées donc, au maître d'ouvrage. On pourrait passer maintenant aux recommandations. Donc les recommandations, alors là, elles sont adressées par la CNDP, donc pas seulement au maître d'ouvrage, elles sont aussi adressées au pouvoir public et en fait, elles portent spécifiquement sur la poursuite de l'information et de la participation du public sur le projet. Donc, la Commission recommande à EDF de permettre études et recherches et de faciliter l'accès à l'information relative aux enjeux techniques, économiques et sociétaux portés par le Technocentre. Elle recommande aussi à EDF de clarifier à tout moment les modes de gouvernance pour éclairer et rendre compréhensibles les décisions. Elle recommande au pouvoir public d'assurer à la participation du public par voie électronique préalable à l'arrêté de dérogation au Code de la santé publique, la publicité suffisante pour permettre l'information et la contribution du public le plus large. Elle recommande à EDF de veiller à prendre en compte la sensibilité allemande, hein, c'est une recommandation issue de la commission d'enquête dans son avis sur le démantèlement de la centrale. Elle recommande aussi à EDF d'échanger avec les publics les éléments sur l'étude d'impact préalablement à l'enquête publique et à l'autorisation environnementale, on en a discuté tout à l'heure. Et elle recommande aussi là au pouvoir public, qui en a la responsabilité, ou le pouvoir, d'associer la population au suivi du technocentre, par exemple par la création d'une instance de suivi représentative. Donc, selon le statut de l'installation, donc si c'était une INB, une CLI, ou si c'était
une installation classée pour la protection de l'environnement, une commission de suivi de site. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'en ai terminé pour les recommandations et clarifications. Bonjour, ou bonsoir plutôt. Merci d'être là. Je ne vais pas être trop long, moi je vais essayer à faire assez court. Le premier point, c'est de dire, si on peut avoir la transparence suivant, que la CNDP, c'est son 113e débat public. Nous sommes une autorité indépendante qui garantit le droit à l'information, à la participation de toutes les personnes aux décisions qui concernent l'environnement. Et à ce titre, peut-être que si on regarde le transparent suivant, ce 113e débat, c'est à la fois une décision qu'on a d'organiser qui a été prise le 10 octobre 2024 pour un débat du 10 octobre au 7 février. C'est une équipe que je voudrais remercier très sincèrement. Ça, c'est le président qui parle de la CNDP. C'est d'abord évidemment le Jean-Louis Laure, le président de la commission particulière. Et évidemment, Alice Abéoui, Antoine Adler, Alexandra Tchéki, Roman Armen-Sarmark, Anne Laporte, Éric Minert et Valérie Trometter. Et puis je remercie aussi la petite équipe que vous avez vu courir toujours partout pendant les réunions publiques. C'est Léo Pilet, Adrien Bras et Patricia Didier-Jean. Peut-être pour le transparent suivant, vous dire notre ressenti. Bon, 2 mois après la fin du débat, le rythme d'un débat, c'est assez simple. Il y a la clôture officielle du débat. 2 mois après, on y est. C'est le compte-rendu et la publication du bilan. Puis ensuite va venir la réponse du porteur de projet, du maître d'ouvrage. Et ensuite, derrière, vous verrez quelque chose d'important. C'est ce qu'on met en place. C'est une concertation continue qui permettra, je l'espère, de continuer les questionnements et de voir comment les réponses qui n'ont peut-être pas été données immédiatement avancent et sont données lors de cette concertation continue. Mais nous attendons beaucoup à la Commission nationale et on donnera un avis de la qualité des réponses que fera EDF, le porteur de projet, aux recommandations qui ont été présentées il y a quelques minutes. Peut-être le transparent suivant. Alors, je rappelle juste là un tout petit peu ce qu'est le projet, moi aussi assez rapidement pour en extraire ce qui était à notre niveau de comparaison avec d'autres projets. EDF projette une usine qui est pour les TFA, je crois que tout le monde le sait et le comprend bien. Elle projette que ce soit une ICPE, une installation classée pour la protection de l'environnement, donc avec des règles différentes de ce que sont les installations nucléaires. Elle projette que la fusion des métaux TFA permette de produire des lingots conventionnels et les déchets résiduels, eux, seront traités dans des filières dédiées et le coût total est estimé aujourd'hui à 450 millions d'euros hors taxes. Peut-être le transparent suivant, s'il vous plaît. Alors, revenons sur le débat et son organisation. Moi, mon premier point, et j'ai assisté à plusieurs réunions publiques ou en webinaire, je trouve que les réunions publiques et les webinaires ont bien couvert le territoire, et y compris en transfrontalier. Je pense que l'estimation qui a été faite par la CPDP était de très bonne qualité sur le sujet, et la possibilité des traductions allemandes en continu ou selon les cas, et des documents a permis aussi largement que le transfrontalier puisse passer les choses. Comme j'ai quelques sujets qui sont des points importants de la CNDP, j'ai noté aussi les 62 cahiers d'acteurs. L'intérêt des cahiers d'acteurs, c'est qu'ils ont été une rédaction calme, à froid, et c'est un beau nombre de participations. On l'a dit, nous sommes aussi très intéressés par que la jeunesse, que les publics éloignés, et là l'exemple du collège Félix Éboué de Fessenheim qui nous a présenté à une réunion intermédiaire des choses de très grande qualité, montrant d'ailleurs que la prise de connaissance d'un sujet même technique, même complexe, c'est faisable si on fait l'effort de cette présentation. Donc pour les publics, on peut rendre accessibles les choses. Peut-être le transparent suivant. Les principaux arguments échangés, bien sûr, en premier lieu, ça c'est le travail d'un débat public, c'est l'opportunité du projet. Évidemment, ça a été cité le procédé industriel, puisqu'il est très différent de procédé industriel connu,
les enjeux de santé publique et évidemment l'environnement, la biodiversité, l'eau, les rejets. Bon, tous ces sujets, vous les avez entendus, mais moi je les ressortirais quand même comme importants et on n'a pas non plus négligé aucun de ces sujets. Je remercie la Commission pour ce travail. Alors, si le projet se poursuit, on voit vite arriver des sujets qui ont été très bien décrits, des sujets économiques, des sujets de fiscalité locale, les déplacements des produits, puisque le positionnement à Fessenheim permet un certain nombre de modes de transport, mais on imagine aussi que c'est la circulation de produits qui n'est pas extrêmement simple, et ça, je trouve, interroger les gens. Peut-être le transparent suivant. Alors, de ce que j'ai retenu aussi comme point, un premier point, c'est un territoire qui a permis d'exprimer une grande diversité d'opinions. Et dans un contexte pas toujours simple, le démantèlement en cours. Donc je crois que ça, c'était important, c'est que le territoire s'est exprimé avec toutes ces positions ou positionnements. Des échanges techniques et scientifiques d'une grande qualité. On a pu parler des impacts économiques, des impacts de l'emploi, des compétences locales. Et là encore, il y a une question qui, me semble-t-il, est apparue, qui demandera quelques réponses, c'est la consolidation et la présentation du modèle économique lors du processus de concertation continue. Modèle économique, c'est un sujet assez classique que la CNDP observe. Donc voilà, je le réacte là. Peut-être transparent suivant. Ah ben voilà, mon temps était révolu. Merci encore à vous toutes et tous. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose de prendre un deuxième temps pour ceux qui le souhaitent d'échange, de réaction essentiellement, à la fois donc sur ces deux aspects. Le premier, c'est, ça a déjà été fait un tout petit peu tout à l'heure en amont, mais si vous le souhaitez, sur les questions, les demandes de précision que nous avons formulées pour votre compte, et puis les recommandations que nous formulons également, et si vous le souhaitez, réagir également aux propos que le président Marc Papinutti vient de tenir sur le bilan. Il y a une question de M. Huilliez. Votre micro, M. Huilliez. On ne vous entend pas. Voilà, c'est très bien. Oui, je l'avais. Il s'est recoupé tout seul. Voilà. Je me permets d'intervenir parce que j'ai suivi ce débat attentivement dans son ensemble et j'ai notamment participé à la réunion du 27 novembre sur les effets sanitaires. Moi, je voudrais dire, en tant que participant, que je- 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 j'ai beaucoup de respect pour la façon dont ce débat s'est déroulé, où les points de vue très contradictoires ont pu s'exprimer. Et je voudrais simplement dire qu'il est impossible de mettre tout le monde d'accord. Et moi, ce que j'entends en tant que médecin nucléaire, c'est la persistance de craintes liées à la radioactivité et à ce qui pourrait advenir. J'ai entendu notamment tout à l'heure le mot cancer surgir. Alors, je voudrais simplement dire que au-delà de ce qu'on a essayé de faire pour démontrer l'innocuité de ces très faibles doses de l'ordre du microsievert, je voudrais dire que, bien évidemment, il ne faut pas être dans le déni, mais j'entends ce soir qu'il y aura un suivi du projet, que tout va être surveillé, notamment les effets sanitaires. Je voudrais rappeler également qu'il existe des registres du cancer qui sont très, très sérieusement tenus à jour. Il y en a notamment un dans le Haut-Rhin. Et donc, si d'aventure il devait y avoir l'émergence de cas anormaux de cancer, je pense que nous avons sociétalement tous les moyens de réagir immédiatement. Et ceci dit, je voudrais conclure en disant que, prolonger mes interventions précédentes, je suis quant à moi totalement serein. Cette surveillance qui est indispensable et que j'appelle moi de mes voeux ne montrera rien du tout dans les dizaines d'années à venir, parce que je réaffirme ici que euh, les, les- les doses en jeu et les quantités de radioactivité en becquerel, parce que les deux sont liés, ne peuvent pas avoir d'incidence sanitaire sur la santé des gens et a fortiori sur l'environnement. Voilà. Donc je pense, moi, que les conclusions de ce débat telles que vous les exposez me conviennent tout à fait en tant que participant par rapport à ce que je viens d'exprimer. Voilà, merci. Témoignage. Il y en a peut-être d'autres qui veulent prendre la parole. Juste un point de précision.
Vous avez bien compris, mais je le rappelle quand même que le débat public, en tout cas du point de vue de la commission nationale et de la commission particulière, n'a jamais pour objet d'essayer de convaincre. Donc si effectivement vous considérez que les lignes n'ont pas suffisamment bougé de votre point de vue, bon, ça n'était pas un objectif que nous recherchions. Nous voulions simplement que tous les points de vue puissent s'exprimer. Et vous avez d'ailleurs eu l'occasion, je crois, de le faire pour ce qui vous concerne. Merci à nouveau. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole? Bonsoir, Régis Weissrock pour les Bois du nucléaire. Donc, nous remercions déjà la CPDP pour le débat qu'elle a organisé. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient très intéressantes dans les formats, dans les choses comme ça. Il y a eu une ou deux réunions qui n'ont pas été diffusées sur YouTube. On l'a regretté. La CPDP l'a noté et a bien pris note là-dessus. Donc, voilà. On a beaucoup apprécié les interventions de l'IRSN. Les interventions de M. Vuillez, enfin du docteur Vuillez, étaient très très intéressantes. On a toujours le regret du fact-checking, mais là-dessus, on l'a déjà exprimé auprès de la CPDP et des diverses CPDP. On n'aura pas toujours des choses où on sera tous d'accord. Sur le niveau international, c'est des choses qui se font, ces projets se font déjà à l'international, donc on a déjà du métal très similaire aujourd'hui, la libération directe en Allemagne et la libération après recyclage en Suède ou en Allemagne. Donc techniquement, votre voiture, votre poêle, votre tout ce que vous voulez est déjà potentiellement avec ce genre de métaux. Juste pour Monsieur Klein, les questions qu'il a posées, techniquement, ces réponses existent dans un traité Euratom. Donc EDF s'engage à le respecter parce que sinon, ça se passerait très mal pour eux. Le sujet, c'est que c'est un sujet extrêmement complexe et à part des gens comme Monsieur Vuillez et encore, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à comprendre et faire le lien là-dessus parce que c'est très très complexe le lien entre les becquerels, les sieverts avec les différents types d'émetteurs. C'est vraiment un sujet horriblement complexe et on n'aurait pas pu, dans le cadre de ce débat, essayer de vulgariser ça. C'est impossible. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci encore à la CPDP et on participera, si on peut, à la consultation continue, bien sûr, si on est contacté. Pour votre témoignage. Je vois que M. Klein lève la main à nouveau. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre que M. Klein oui, il y a M. Hatz qui veut aussi parler, mais s'il y avait d'autres prises de parole, non? Alors, M. Klein, M. Hatz, et puis ensuite on passera la parole à M. Jarry pour le commentaire que fera EDF sur ce débat. Rapidement, alors, M. Klein, je vous en prie. Oui, c'est l'environnement, ça a été rappelé là, c'est une vision réduite de l'environnement. Je prendrai deux exemples. Les déchets nucléaires stockés, il va y avoir une réduction de ces espaces de stockage. Donc, ça va donner de la place. Donc, pour l'environnement, il y aura moins de risques dans ces dépôts où il y avait ces matériaux stockés. Ça, on n'en parle pas. Regardez comment la démarche d'esprit environnementale, elle est locale sur le lieu, mais ça aura des impacts sur les autres lieux de stockage. Par exemple, un autre impact qui est local, mais qui est général, c'est l'impact de la radioactivité qui ne s'exprime pas en sievert, c'est uniquement sur l'homme, mais sur le reste du vivant, ça a aussi un impact. C'est plus large que le cas de Fessenheim. De nombreuses choses ont été rappelées là qui sont vraies pour l'ensemble des sites nucléaires, pas de problème. Mais ouvrons un peu nos esprits. Voilà ce que je veux dire. Ça fait partie de l'information et de nos schémas de pensée entre cause et effet et ainsi de suite. Ouverture. Merci. De nous aider à avoir l'esprit ouvert. On va essayer de continuer. Monsieur Hatz, peut-être dernière intervention. Je crois que vous souhaitiez vous exprimer et ensuite je donne la parole à EDF. Oui, très rapidement. Alors, je voudrais réitérer mes remerciements pour, je dirais, la volonté de la CPDP de faire un débat équilibré, quand bien même ne l'a-t-il pas toujours été. Nous avons fait des observations
mais dans l'ensemble, c'était un débat équilibré. Je tiens à le remercier. Par contre, j'observe qu'il y a eu refus du débat par l'acteur même qui avait demandé le débat, à savoir EDF. Mais EDF, tout au long du débat, nous a fait de très longs laïus, mais n'a que très rarement répondu à nos questions. Il n'a pas débattu. J'observe que les voix du nucléaire disent que peu de gens peuvent comprendre. C'est vrai qu'à part les voix du nucléaire, tous les autres sont des demeurés et des imbéciles. J'en suis outré. Et ça va tout à fait dans le sens de ce que le docteur. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Monsieur Non, Il Astre, non, faudrait c'est essayer de parce que rester vous poli avez dit et de ne pas est-ce faire que de la nous avons. diffamation. monsieur Vas-y. Astre, Eh bien, portez plainte en diffamation. Monsieur Hatz, nous sommes Non, pas non, d'invective. mais S'il vous plaît. c'est Terminez votre Monsieur propos. Hatz, nous ne sommes plus au débat. les voix du nucléaire ont dit que peu de gens peuvent comprendre ce que sont des becquerels, ce que sont des microsieverts, etc. Voilà ce que les voix du nucléaire ont dit. C'est vrai que le sujet est ardu, Toujours mais pas, mais bon. pourtant, il ne faut pas prendre vos détracteurs pour des demeurés. Et je demanderai au docteur Willes de bien vouloir considérer que tout risque sanitaire doit être évité. Il ne faut jamais qu'il y ait de risque surajouté. Je suis désolé que moi, simple citoyen, je sois obligé de rappeler ça à un médecin de l'industrie nucléaire. Merci, monsieur Hatton. On s'en tient là. On ne va pas rouvrir ce débat. On a entendu vos propos. Si monsieur Jarry est avec nous et s'il est disposé à prendre la parole, c'est à vous, EDF, pour 8 à 10 minutes, comme nous l'avions prévu. Bonsoir, monsieur Jarry. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de me donner la parole. Donc, je vais commencer mon propos par une séquence de remerciements. Remerciements tout d'abord au nom des équipes EDF, Monsieur Papinutti, président de la CNDP, vous, Monsieur Laure, président de la CPDP, ainsi que l'ensemble des membres de la commission qui ont œuvré pendant ces presque 4 mois de débat, ainsi que l'ensemble du secrétariat général qui était également à pied d'œuvre pour ce débat. Ce débat, qui, ça a été précisé, a été souhaité par EDF et qui a été décidé par la CNDP, a permis justement d'avoir des échanges de qualité sur l'ensemble des différentes modalités qui ont été décidées par la CPDP. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des participants qui déjà ce soir sont présents pour écouter la synthèse produite par la CPDP et par la CNDP. Donc l'ensemble des participants connectés ce soir, mais également tous les participants qui ont pu exprimer leur avis, qu'ils soient pour, qu'ils soient neutres, qu'ils soient contre, pendant toutes les modalités du débat, que ce soit en physique pendant les différentes réunions publiques, mais également quand on est allé à la rencontre des publics, je pense au supermarché, au marché, au salon de l'étudiant et de l'emploi et sa résidence senior. Donc ce fut un moment de partage. Forcément, tout le monde n'a pas le même avis. Mais ce débat, je le répète, on l'a souhaité justement pour éclairer et illustrer, faire avancer la compréhension de ce projet auprès de la population locale. Donc, EDF considère que ce débat public génère un avant, un après. Je m'explique. Au cours de ce débat public, il y a eu un nombre important de cahiers d'acteurs qui ont été produits, qui ont pu justement apporter leurs compléments et leur vision sur ce projet. Plus de 200 questions ont été émises pendant le débat public auxquelles EDF a répondu dans les délais contraints
qui ont été fixées par la CPDP. Et donc, ce sont plus de 200 questions qui ont été posées et auxquelles EDF a répondu et qui permettent bien, de compléter et qui ont permis d'enrichir la compréhension et la perception de ce projet. Alors, d'ores et déjà, vous comprendrez bien que, comme vous tous et toutes, nous avons pris connaissance des conclusions et du document de plus de 80 pages émis par la CPDP. Donc, on a pris connaissance hier. Maintenant, le temps est désormais un temps dédié à l'analyse, à la relecture et à un retour sur l'ensemble des modalités du débat public, sur l'ensemble des questions, avis formulés, et puis bien sûr une prise en compte des questions complémentaires et recommandations. On peut noter néanmoins qu'en lisant le compte-rendu du débat public, que en fait, ce débat public a permis de fixer sur des thématiques telles que sanitaires, environnementales, de faire progresser la compréhension du projet sur ses impacts. Donc, je le disais, donc, on a maintenant devant nous 3 mois, 3 mois pour prendre connaissance et puis donner suite, indiquer au public comment ce projet évoluera au regard des recommandations et demandes complémentaires faites et formulées depuis hier par la CPDP. Donc des semaines qui s'annoncent devant nous riches et intenses et qui vont mobiliser l'ensemble des équipes EDF et qui se sont mobilisées, je tiens à le redire, largement et fortement pour que ce débat public soit de qualité. Et donc on va poursuivre ce travail pour les semaines à venir afin d'apporter les bonnes réponses et une bonne suite à ce projet. Et donc sauf erreur de ma part, le maître d'ouvrage, EDF, donnera suite à ces recommandations avant le 7 juillet prochain. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Jarry. Nous n'avons pas prévu de reprendre d'échange après votre propos. Nous arrivons tout simplement à la fin de ce webinaire. Il s'agit pour moi aujourd'hui, mais au nom de toute l'équipe de la commission du débat public, de vous remercier. D'abord, je vous remercie d'avoir accepté ma voix un peu défaillante. J'ai failli ne pas aller au bout de ce webinaire, mais ça va mieux. Ça, c'est un petit peu de fatigue vocale. Je voudrais remercier plusieurs personnes. Bien sûr, tout d'abord EDF, Monsieur Jarry et son équipe. Je sais que vous êtes beaucoup mobilisés sur ce projet et sur cette procédure assez exigeante. Et vous avez eu en face de vous également une commission qui a été parfois assez exigeante. Donc merci à vous. Vous partagerez ces remerciements avec aussi M. Bavrel, que je voudrais citer, qui est le chef de projet, et Mme Martineux, qui s'est occupée particulièrement du débat public, et puis tous les autres, je ne vais pas les citer tous. Mais mes remerciements vont également à tous les participants, aux acteurs associatifs, quelle que soit leur position, quels que soient les arguments qu'ils ont développés, ils étaient là. Et pour certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon extrêmement assidue. C'est un gros travail, c'est un gros investissement, c'est une contribution qui est essentielle, je pense également, pour la démocratie, et je voudrais saluer cela. De la même façon que nous avions permis en quelque sorte que toutes les possibilités d'expression, y compris les moins favorables, puissent se réaliser. Et nous avons constaté qu'il n'y a jamais eu obstruction au débat. Cela mérite d'être dit ici et je remercie ces acteurs de leur attitude. Mes remerciements vont également aux élus, à tous ceux qui nous ont accueillis dans leur commune, dans leur salle communale, et qui ont permis que ce débat ait lieu dans de bonnes conditions. Je voudrais m'adresser aussi, bien sûr, à mes équipes, à la commission, au secrétariat général qui a été piloté par Léo Pilet.
Je l'ai indiqué tout à l'heure, je ne voudrais pas oublier nos traducteurs qui ont été également extrêmement assidus. Et puis pour conclure, m'adresser au président Marc Papinutti pour le remercier de la confiance qu'il m'a faite, qu'il nous a faite, puisque c'est un mandat important et qui a permis, je pense, un exercice de démocratie participative de bonne qualité, bien sûr. Sans doute y a-t-il des choses à revoir, à améliorer, et nous ne sommes pas parfaits. En tout cas, moi, je vous dis peut-être au revoir si les conditions de la suite du débat, si les décisions qui sont prises par EDF de poursuivre et si les décisions qui seront prises par la Commission nationale d'engager cette concertation continue qui est une nécessité pour le projet si celui-ci se poursuit. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne lecture de notre compte-rendu et du bilan pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de le faire.